Maintenant, la parole est à Guylain de Marcilly pour les enjeux de l'eau et des changements climatiques. J'ai envie de dire en démarrage de ce colloque, un peu de ce qu'a dit Madame Ignoré tout à l'heure. Et je vous citerai une phrase de Saint-Exupéry qui m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas exactement les mots qu'il a dit, mais l'idée y est. Nous sommes en train d'essayer de prévoir ce qui va se passer en 2050 sur la fin de la fin. Nous sommes de la prévision. Qu'est-ce qu'il disait, Saint-Exupéry? Il disait « L'avenir ne se prévoit pas, il se construit, c'est à nous de le construire ». Et je suis très heureux, effectivement, que ce soit des jeunes aujourd'hui qui s'expriment. Parce que c'est eux, moi je suis sur le point de m'en aller, c'est eux qui vont effectivement construire ce que sera le monde de demain. Ce n'est pas l'intervention céleste qui va résoudre les problèmes, c'est eux qui, en travaillant et en décidant ce qu'ils veulent faire, pourront effectivement résoudre les problèmes. Alors, deuxième remarque un peu générale, il ne faut pas, dans un problème aussi grave, se contenter de parler de la fin de la fin. On ne peut pas isoler un problème aussi grave qu'il soit, celui de l'alimentation mondiale, sans se placer dans un cadre un peu plus général, quels sont l'ensemble des problèmes sur lesquels la planète a à faire quelque chose. Et il n'y a pas que la faim. Alors j'en ai cité quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'énergie. Comment est-ce qu'on va faire pour satisfaire aux besoins de l'énergie? L'eau, c'est mon métier, on va en parler un instant. La dégradation des sols, la variation du climat, l'urbanisation, on en a parlé, la salinisation des océans, la perte de la biodiversité, la dégradation de l'environnement, la répartition des richesses entre les habitants, le chômage, les conflits, les migrations, les catastrophes. Tout ça est lié. On ne peut pas penser résoudre le problème, par exemple, de la faim dans le monde, sans prendre en compte les conséquences des décisions que vous allez proposer sur les autres domaines, sur le climat. Est-ce que la déforestation dont on va avoir besoin pour faire pousser plus d'aliments sur des terres nouvelles contribue-t-elle et de quelle quantité à l'effet de serre? Est-ce que l'utilisation des sols pour produire de la biocarburant, est-ce que c'est compatible avec la nourriture mondiale? Ces deux problèmes sont en conflit, Madame Marion Guillou en parlera dans un instant, mais alors comment est-ce qu'on résout le problème de l'énergie, puisque maintenant on ne fait plus de biocarburant parce qu'il faut nourrir? Vous voyez, c'est lié tout ça. La diversité, la biodiversité, c'est fondamental. Vous savez, j'espère qu'on a créé, les Nations Unies ont créé il y a environ 15 jours un nouvel institut international qui s'appelle l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est fondamental. Si nous ne préservons pas la biodiversité de la planète, où est-ce que nous allons? Il faut en prendre compte. Et l'agriculture, de nouveau, se pose je dirais, pas en conflit nécessairement, mais au moins en concurrence sur la conservation de la biodiversité. Vous savez, on va le voir dans un instant, qu'une des solutions qui est envisagée pour nourrir la planète, c'est d'aller défricher la forêt tropicale. Où est-ce qu'il y a des sols aujourd'hui sur lesquels on pourrait mettre en place des cultures nouvelles? C'est effectivement dans des sols où il y a de l'eau, où il y a du soleil, où il y a un climat favorable, c'est en général la région tropicale ou les savanes. La région tropicale est aussi le point chaud de la biodiversité mondiale. Autrement dit, si on fait ça, il faut être conscient, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut être absolument conscient qu'il y a un point tout aussi important que de nourrir tout le monde, qui est de prendre en compte comment est-ce qu'on va maintenir sur Terre une biodiversité dont vous avez besoin. Bon, je pourrais continuer. Un dernier point. Actuellement, le problème, à mon avis, crucial de la faim dans le monde, c'est où est-ce que se situent les personnes qui ne mangent pas, le fameux milliard dont a parlé Léridon. J'ai une carte qui vous le montrera dans un instant. Il se situe essentiellement dans la zone tropicale, c'est-à-dire en Afrique et en Asie. C'est-à-dire là où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sol, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est là où se situe la pauvreté du monde rural, je pense que M. Ziegler en parlera, qui n'arrive pas, malgré que les conditions naturelles pour faire de l'agriculture soient réunies, qui n'arrivent pas à sortir de la pauvreté et à se nourrir eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là quittent la campagne et vont s'accumuler en ville. C'est ce que Henri Rion a dit. On est actuellement à 50% d'urbains sur Terre. On va passer probablement d'ici 2050 à 70%. Ces gens-là s'accumulent dans des villes où ils n'ont pas de ressources, où ils n'ont pas de travail, et ils vivent dans des conditions absolument épouvantables, en n'ayant en aucune façon
réduit leur pauvreté et leur capacité à se nourrir. Donc vous voyez, le problème du chômage, le problème de l'urbanisation est un des problèmes qui influent sur le fait qu'un certain nombre de personnes sur la planète n'arrivent pas à se nourrir. Alors, quelques images. Oui, bon, je suis hydrologue, donc je vous ai mis une belle photo de l'eau. Pour faire de la nourriture, il faut de l'eau. Donc, est-ce que le problème de la nourriture, c'est un problème d'eau? Alors, je vous ai mis ici des chiffres que nous avons publiés dans le rapport de l'Académie dont a parlé Léridon. C'est la quantité d'eau qu'il faut utiliser pour produire la nourriture que nous consommons. Je prends par exemple le blé, la troisième ligne de colonne de gauche. Il faut environ 1000 litres d'eau pour fabriquer, avec la culture sur le sol, 1 kg de blé. Donc on sait que, effectivement, si on a besoin de nourrir plus de personnes, il faut plus d'eau pour faire pousser les cultures dont vous voyez là. Alors vous avez la colonne de droite qui est très bien, et puis de gauche qui est bien, et puis vous avez la colonne de droite qui comporte les mêmes chiffres, mais en produits animaux. Alors, je prends le chiffre, par exemple, le premier de la colonne de droite, le bœuf, 13 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande. Pauvre animal, c'est pas le bœuf qui va boire 13 000 litres d'eau. Vous avez bien compris que pour que le bœuf puisse produire de la nourriture, il faut qu'il consomme quelque chose. Ça peut être de l'herbe, ça peut être surtout des céréales, et actuellement les bœufs sont nourris essentiellement en maïs. Et le maïs demandant déjà entre 1000 et 700 litres d'eau pour faire 1 kg de grains, eh bien, comme le bœuf mange pas mal, eh bien, ça fait tout ça. Donc vous voyez, un des problèmes évidents de la faim, c'est de savoir dans quelle colonne on se situe. Est-ce qu'on veut continuer à manger des quantités de produits animaux importantes, ou est-ce qu'on peut, j'allais dire, redevenir végétarien, mais disons au moins limiter notre consommation, et ceci aura une incidence très importante. Et ça, c'est pas un problème scientifique. C'est pas à moi, hydrologue, de vous dire, attendez, il ne faut pas manger de la viande ou il faut manger du riz. Non. C'est un problème de société. C'est la société qui doit décider quel type de nourriture elle veut consommer. Je vous donne un petit exemple. Vous savez que la pomme de terre vient du continent nord-américain. On a importé la pomme de terre en Europe autour du XVIIIe siècle. Les Français s'y sont mis. Et le roi, Louis XIV, s'est beaucoup mouillé lui-même pour que la Français accepte de manger de la pomme de terre. Les Russes ont refusé. Ils refusent toujours aujourd'hui. Les Russes mangent du chou. Donc vous voyez, il y a à peu près 300 ans que la pomme de terre existe en Europe. La communauté russe préfère manger du chou à la pomme de terre. Je n'ai pas à les blâmer ou les féliciter. Hein, c'est leur choix. Mais vous voyez, c'est long. Hein. Faire modifier des habitudes alimentaires, c'est un problème important. Bon, zone sèche, donc problème de l'eau. Le problème de l'eau, puisque je dis qu'il faut de l'eau pour faire de la nourriture, vous avez toute une zone qui est représentée de façon très claire sur cette image de la zone sèche. Là, dès aujourd'hui, il n'y a pas assez d'eau pour que les gens qui vivent dans cette zone-là puissent se nourrir eux-mêmes. Le taux de dépendance des gens qui habitent dans la zone qui est éclairée ici à la nourriture produite ailleurs varie entre 30 et 90%. L'Afrique du Nord, c'est 30% en moyenne. Et les endroits où c'est beaucoup plus. Et ça, les changements climatiques, dont on ne va pas parler parce qu'on n'a pas le temps de tout couvrir, vont faire que cette zone que vous voyez un peu en couleur, elle va se déplacer vers les pôles. C'est-à-dire qu'elle va un tout petit peu migrer, pour ce qui nous intéresse ici en Europe, vers l'Afrique. L'Afrique du Nord va être plus sèche, l'Espagne, l'Italie et la France seront probablement plus sèches. Donc la zone dans laquelle vivent des gens qui aujourd'hui ne peuvent déjà pas se nourrir sur place, avec de la nourriture produite sur place, va s'étendre. Ça ne veut pas dire que les changements climatiques vont faire qu'il y ait moins d'eau sur Terre. Au contraire, il pleuvra davantage. Mais cette pluie sera répartie différemment. Elle aura plutôt tendance à monter vers le nord ou se concentrer, augmenter dans les régions équatoriales. Alors ceci a une conséquence claire, c'est qu'il ne peut pas possible de rêver et de penser que chaque pays peut être autonome sur le plan de sa nourriture. Ça va aller de mal en pis. Donc il y a nécessairement une solidarité internationale qui doit se mettre en place pour que les pays qui ont la capacité de produire, alors c'est quoi ? C'est essentiellement les pays de l'OCDE, les pays riches pour l'instant, et probablement l'Amérique du Sud. Vous voyez l'Amérique du Sud, ici très humide, l'Amazonie. L'Amazonie a des capacités, si on la met en culture, à produire beaucoup. Mais, avec le petit bémol que j'ai dit, attention, si on détruit la forêt, même en partie, la forêt équatoriale,
Quelles sont les conséquences sur la biodiversité? Et dans le rapport dont je vous ai parlé, le rapport de l'Académie des sciences, cette question, nous avons voulu nous la poser. Personne nous a pu nous donner la réponse. Quelle est la quantité minimale de forêt tropicale dont la planète a besoin pour que ses écosystèmes et sa biodiversité... C'est un problème qui n'est pas traité. Bon, alors, les zones sèches, je vous en ai parlé. Voilà la carte, je vais très vite. Le rouge, c'est les zones sèches. Le rose, c'est les zones qui vont devenir sèches. Et vous avez cette zone orange, dont j'ai déjà parlé, c'est la zone tropicale, c'est là où il pleut beaucoup d'eau. Et vous l'avez en Inde, un peu en Bangladesh, et vous l'avez en Afrique, vous l'avez en Amérique du Sud. Et où les gens n'ont pas assez à manger. C'est là où se trouve le milliard. Donc attention, ne confondez surtout pas sécheresse, pauvreté et famine. Ça n'a rien à voir. Les gens qui vivent dans la zone rouge, je vous ai dit qu'ils dépendent à 30% ou même plus d'importation d'aliments, c'est pas là qu'on meurt de faim. Donc moi je suis énervé au possible par les articles qui disent la sécheresse, c'est la catastrophe. Rien du tout, ça n'a rien à voir. La pauvreté, les gens qui ne mangent pas à leur faim, ils ne sont pas dans la zone sèche, ils sont dans la zone humide. Et pourquoi ils ne mangent pas à leur faim? C'est un développement économique qui n'a pas eu lieu pour leur permettre de produire suffisamment. Donc ne confondez pas manque d'eau et manque de nourriture. Bon, ça, oui, là, c'est ce que j'ai déjà dit. Voilà la répartition entre nourriture animale, nourriture d'origine végétale, entre les pays en développement, les pays en transition, les pays industrialisés. La moyenne de tout ça, si on le donnait, ça a été dit, ça ferait 3000 kilocalories pour chacun. Donc le problème n'est pas une insuffisance de quantité produite aujourd'hui, c'est une mauvaise répartition de la nourriture produite entre les différents pays du monde. Et à l'intérieur de ces pays-là, il y a des écarts énormes. Nous sommes visiblement beaucoup trop nourris. Et le chiffre 943 kilocalories par jour d'origine animale est très excessif. Très excessif, ne serait-ce que par solidarité, et aussi par rapport aux problèmes de santé. Nous avons des problèmes de santé graves. La santé est un des points essentiels de ce dossier. Comment est-ce qu'on peut arriver à modifier les habitudes alimentaires pour avoir des régimes équilibrés? Que peut-on faire? Je crois que ce transparent, il est très abrupt. J'ai exprimé en eau la quantité d'eau qu'il faudrait utiliser en plus pour satisfaire à peu près à la consommation de 9 milliards d'habitants en 2050. Donc on peut très bien le convertir en eau, puisque vous avez la table de conversion, 1 kg de blé égale tant de litres d'eau. Donc on peut très bien, en fonction d'une certaine hypothèse sur le menu, dire il nous faut 4500 km3 d'eau. Ces 4500 km3 d'eau, c'est pas grand-chose par rapport aux ressources en eau de la planète. Les ressources en eau de la planète, à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle du globe, sont bien plus élevées que ça. On a plusieurs dizaines de milliers de kilomètres cubes d'eau disponibles, mais évidemment, ils ne sont pas là où on en a besoin nécessairement. Donc la zone sèche n'en a pas, la zone équatoriale en a beaucoup, donc ce n'est pas un problème d'eau. Le problème de la faim n'est pas un problème d'eau si on le raisonne à l'échelle globale, et je vous ai montré qu'on ne peut le raisonner qu'à cette échelle-là, puisqu'il faut produire à l'échelle de la planète de quoi nourrir tous les habitants de la planète, peu importe. Si on produit ici pour manger là, on sait transporter, c'est pas cher, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie, donc ce n'est pas un problème. Ça me fait faire une petite parenthèse, dans laquelle je vais me rendre extrêmement impopulaire, excusez-moi. Je pense que l'Europe et la France ont une responsabilité éthique à prendre en compte le fait que nous devons nourrir les gens de la planète qui n'ont pas à manger chez eux. Alors pour moi, c'est essentiellement l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils n'auront pas moyen de se nourrir. Il faut donc bien que quelqu'un se donne la peine de les nourrir. Donc on a une politique agricole commune qui doit développer, ça c'est une recommandation, il doit développer, nous l'avons fait dans ce rapport, il doit développer une quantité de produits alimentaires supérieure à ceux dont a véritablement besoin pour ses propres besoins propres. Je fais beaucoup de besoins propres, excusez-moi. L'Europe. L'Europe est capable de s'auto-nourrir, mais elle doit faire plus. Elle doit faire plus pour nourrir ceux qui ne pourront pas. Alors qu'est-ce qui va vous énerver? C'est que je suis particulièrement offensé par le mouvement « faisons de l'agriculture bio ». Faisons de l'agriculture bio, c'est un raisonnement égoïste. Oui, on peut faire du bio. Peut-être qu'on peut se nourrir en France en ne faisant que du bio. Je pense que la diminution de la productivité alimentaire en se mettant à faire du totalement bio est une erreur d'une injustice. Il y a des moyens de faire mieux que ce que nous faisons. C'est ce que Michel Griffon a appelé
l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire qu'on continue à produire, il faut produire en réduisant un petit peu, mais il faut continuer à produire parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de le reste du monde. Et je pense qu'une politique qui serait entièrement bio, c'est-à-dire qu'on ne fait ni engrais, ni pesticides, ni rien, est une politique égoïste et irréaliste. Je suis d'accord que personne n'aimera ce propos. Il y a 4500 km3, ce n'est pas un problème, ils existent. Il y a 4 solutions. Réduire les pertes, et ça c'est important, ça a été bien vu par les étudiants. Augmenter la productivité et les rendements agricoles, ça d'autres vont en parler, c'est absolument indispensable. Et puis sinon, il faut augmenter les hectares cultivés. Si on n'arrive pas, en réduisant les pertes et augmentant la productivité, à produire suffisamment, il faut aller aux 2 autres solutions, augmenter les surfaces irriguées ou augmenter les surfaces d'agriculture pluviale. Donc c'est là-dedans, il faudra doser. Ces 4 méthodes devront être utilisées. Est-ce qu'on va faire plus de ceci, moins de cela? C'est ce que la société aura à décider, mais c'est indispensable. Sur les pertes, je vais extrêmement vite puisque j'en ai déjà un peu parlé. Vous voyez que les pertes se produisent pour 30% environ à la production, c'est-à-dire essentiellement dans les pays en voie de développement, il y a une mauvaise récolte et des conditions de stockage de la récolte qui parfois sont déficientes, qui font que l'on perd à peu près 600 kilocalories par jour et par habitant, alors qu'à l'autre bout de l'échelle, ça c'est nous, c'est les pays développés, perte de distribution en consommation, et là c'est scandaleux. C'est à peu près 30% aussi, et nous jetons de la nourriture consommable que l'on balance à la poubelle parce que les dates de préemption de fraîcheur ont été dépassées. Donc vous avez au milieu ici la conversion de production animale en production végétale qui fait effectivement perdre 1700 et gagner 500, mais avec ces problèmes que j'ai déjà cités de kilocalories animales ou végétales. Alors, juste ce petit transparent pour vous expliquer quelques considérations concernant la surface irriguée. Il faut savoir que les surfaces irriguées sont environ 40% plus efficaces que les surfaces en agriculture pluviale pour produire. Donc si on veut limiter le nombre d'hectares cultivés, il faut plutôt l'arroser que de le cultiver en pluvial. Or, ce petit diagramme-là est intéressant. Je vous montre simplement. Non, je ne peux pas me bouger. C'est le petit diagramme de haut avec des bâtons. C'est le nombre de barrages construits par an depuis 1920 jusqu'à 2000. Vous voyez qu'on a construit jusqu'à 800 barrages par an dans les années 70 et qu'actuellement, on n'en fait presque plus, 20. Donc, quelque part, dans les années 70, et je crois que la Banque mondiale en est en partie responsable, on a décidé que augmenter les surfaces irriguées n'était pas la solution au problème de la faim. Vous voyez, c'est ancien. Et le problème qu'on a aujourd'hui est lié à une décision des Nations Unies et de la Banque mondiale de dire les barrages, ça a eu payé, ça ne paye plus. Donc on n'en fait pas. Et actuellement, on ne se dirige pas vers un monde dans lequel on ferait de l'augmentation des surfaces irriguées. C'est un choix. Faire, on peut revenir en arrière, mais il est très grave. Qu'est-ce qui reste? Il reste les surfaces cultivables, je vais m'arrêter, les sols, les écosystèmes. Ce que je vous dis, c'est ça. Si on ne fait pas d'irrigation, si on ne réduit pas les pertes, mais ce ne sera pas suffisant, et si on n'augmente pas les rendements, mais ce ne sera pas suffisant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va détruire de la forêt tropicale. Voilà, en voilà une image, une belle image que j'ai prise moi-même. Voilà ce qu'on en fait. On coupe tout, et puis on plante. Alors parfois c'est des biocarburants, parfois c'est du maïs, parfois c'est du blé. Voilà. Il n'y a pas que la forêt tropicale, il y a la forêt nordique. La forêt nordique, elle va y passer aussi. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, on va pouvoir développer vers le nord les surfaces cultivables en Canada et en Union soviétique. Qu'est-ce qui pousse sur ces surfaces du nord? Ça. Gone with the wind. Tout ça, c'est condamné si nous augmentons les surfaces. Et le problème, c'est celui-là. C'est une image, c'est un symbole, je m'arrête là-dessus. C'est la biodiversité. C'est ça le problème essentiel. Il faut bien voir que le problème de la nourriture mondiale se heurte de plein fouet avec l'occupation de la planète, les sols, la préservation des sols, et les autres habitants de la planète qui ont besoin de biodiversité, qui ont besoin d'espace, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de terre, qui ont besoin de foin, tout ce que vous voulez. Donc pour moi, l'essentiel du problème de la faim dans le monde, ou la fin de la faim, c'est comment est-ce qu'on va concilier les besoins de la biodiversité que porte sur lui mon ami l'éléphant avec les besoins de l'humanité qui doivent se développer par l'une des solutions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur de Marcilly. On peut vous applaudir pour ce brillant exposé.